Ma propre fille nous a poussés d'une falaise, et tandis que je gisais au sol, les os brisés et le sang coulant sur mon visage, j'ai entendu mon mari murmurer « Ne bouge pas, Anne, fais semblant d'être morte ». Mais le pire n'a pas été l'impact de la chute de 30 mètres, ce fut lorsque le secret que notre fille avait gardé pendant 2 décennies a été révélé. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 58 ans, je ferais semblant d'être morte pour échapper à mes propres enfants. Pendant 35 ans, j'ai construit ce que je croyais être une famille parfaite. Nos matinées commençaient avec l'arôme du café fraîchement moulu et le chant des cigales des collines de Provence au loin. J'enseignais la littérature au lycée, tandis que Georges créait des meubles artisanaux dans son atelier d'ébénisterie. Nous avions 2 enfants, Richard, notre aîné, charismatique et protecteur, et Alexandra, de 5 ans sa cadette, toujours réservée et observatrice. Les dimanches, nous nous réunissions tous autour de la table que Georges avait sculptée de ses propres mains. Richard parlait avec animation de ses projets de devenir architecte, tandis qu'Alexandra jouait avec sa nourriture, évitant tout contact visuel. Le soir, Georges et moi nous promenions sur la plage d'Antibes, planifiant notre retraite, rêvant des voyages que nous ferions lorsque les enfants suivraient leur propre chemin. J'étais heureuse, ou du moins je croyais l'être. Tout a changé une nuit de septembre, il y a exactement 20 ans. Richard n'est pas rentré à la maison après être sorti avec des amis. Nous avons attendu jusqu'à l'aube, appelant frénétiquement tous ceux que nous connaissions. Alexandra est restée dans sa chambre, disant qu'elle étudiait pour ses examens, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement que je n'ai pas pu déchiffrer à ce moment-là. Georges est sorti avec les voisins pour chercher Richard. À l'aube, ils ont trouvé son corps au fond d'une calanque près de la plage d'Antibes. La police a conclu que c'était un accident, qu'il avait probablement glissé dans l'obscurité. Je n'ai jamais remis en question cette version. Comment aurais-je pu imaginer la vérité? Les funérailles ont été le jour le plus sombre de ma vie. Je portais la même robe noire que pour l'enterrement de ma mère. Alexandra est restée étrangement calme tandis que je m'effondrais en larmes. Georges m'a soutenu fermement lorsque mes jambes ont fléchi. Je comprends maintenant pourquoi il semblait porter un fardeau encore plus lourd que la perte de notre fils. Après la mort de Richard, Alexandra a complètement changé. Elle est devenue plus attentive et affectueuse, aidant aux tâches ménagères et passant plus de temps avec nous. J'ai interprété cela comme sa façon de gérer le deuil, de combler le vide laissé par son frère. Quelle cruelle erreur! Les années ont passé. Alexandra a épousé Emmanuel, un homme tranquille d'une ville voisine, Aix-en-Provence. Ils ont eu 2 beaux enfants. J'ai enfin senti que la vie nous donnait une seconde chance. Emmanuel m'appelait « maman » et Alexandra avait suivi les traces de son père, ouvrant son propre atelier de meubles artisanaux. Notre famille semblait enfin reconstruite. Tout semblait à nouveau parfait. Mais maintenant, allongé au fond de ce ravin avec des côtes cassées et le goût métallique du sang dans la bouche, je comprends que tout ce bonheur n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas ont commencé il y a quelques mois, lorsque Georges et moi avons décidé de mettre à jour notre testament. Entre notre maison en bord de mer, le terrain que j'ai hérité de mes parents et nos économies, nous avions environ 2 millions d'euros à léguer. C'est Alexandra qui a suggéré que nous rendions visite au notaire. « Maman, papa, vous avez plus de 55 ans. Il est important que tout soit organisé. » Elle a dit cela avec ce sourire qui me semble maintenant sinistre. Emmanuel acquiesça à ses côtés, me serrant la main avec des doigts qui, plus tard, me pousseraient vers la mort. « Nous vous aimons trop et nous voulons nous assurer que vous êtes protégés », ajouta-t-il de sa voix douce chez le notaire. Maître Dubois, un homme que nous connaissions depuis des années, nous a expliqué nos options. Nous pouvions créer une fiducie, diviser l'héritage entre les petits-enfants ou faire un testament traditionnel. Alexandra a insisté pour être nommée, avec Emmanuel, comme notre unique héritière. Nous nous chargerons de la distribution équitable pour les enfants, a-t-elle argumenté. De plus, vous aurez besoin de nous quand vous vieillirez. Il vaut mieux que nous ayons accès aux ressources pour prendre soin de vous correctement. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise, mais Georges a semblé convaincu. Mon mari, qui a toujours été plus confiant que moi, a accepté la proposition sans grande résistance. J'avais des doutes, surtout en me rappelant comment Richard parlait toujours de nous aider financièrement dans nos vieux jours, mais Richard était parti et Alexandra était notre seul enfant en vie. Nous avons signé les documents un jeudi après-midi.
Emmanuel portait un costume impeccable et m'a longuement étreinte après la signature. Maintenant, nous sommes officiellement une famille unie pour toujours, a-t-il murmuré à mon oreille. Ces mots m'ont causé un frisson inexplicable. Ce soir-là, en préparant le dîner, je n'ai pas pu me défaire du sentiment d'avoir commis une terrible erreur. Les semaines suivantes furent étranges. Alexandra et Emmanuel ont commencé à nous rendre visite plus fréquemment. Mais leur visite avait un ton différent. Ils ne venaient pas seulement pour passer du temps avec nous. Ils apportaient toujours des suggestions sur la façon dont nous devrions améliorer la maison, quels investissements faire ou quelles assurances-vie souscrire. « Maman, tu devrais penser à vendre cette grande maison et déménager dans un endroit plus petit », a dit Alexandra en examinant nos meubles avec des yeux calculateurs. « Nous pourrions t'aider à trouver un appartement confortable dans le centre de Lyon. » Mais j'aimais notre maison. Chaque recoin gardait un souvenir précieux de nos 35 années ensemble. La cuisine où j'ai préparé des milliers de repas, l'atelier où Georges créait ses chefs-d'œuvre, le jardin où nos enfants et petits-enfants ont joué. Je ne pouvais pas imaginer ma vie ailleurs. Quand j'ai exprimé cela, j'ai vu une lueur d'irritation dans les yeux d'Alexandra qui m'a glacé le sang. « Maman, tu n'es pas raisonnable », a-t-elle dit d'un ton qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi. « Cette maison est trop grande pour 2 personnes de votre âge. Si vous tombez dans les escaliers ou si quelque chose arrive, nous ne pourrons pas arriver à temps pour vous aider. » Emmanuel a acquiescé vigoureusement. De plus, l'entretien doit coûter une fortune. Il serait beaucoup plus intelligent de vendre maintenant, alors que le marché immobilier est en plein essor. Georges a commencé à considérer leurs arguments, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il y avait autre chose derrière cette pression. Une nuit, après une autre de ces conversations tendues, j'ai demandé à Georges s'il ne trouvait pas étrange qu'Alexandra soit soudainement si intéressée par nos affaires financières. « Anne, elle s'inquiète juste pour nous », a-t-il répondu en se brossant les dents. « Peut-être devrions-nous considérer ses suggestions. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant. » Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, une ombre de doute qu'il ne voulait pas reconnaître. Je sais maintenant que Georges avait déjà ses soupçons, qu'il commençait déjà à relier des points dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Les choses ont empiré quand Alexandra a suggéré que nous leur donnions une procuration sur nos finances. « C'est juste par précaution », a-t-elle expliqué, pendant qu'Emmanuel préparait du thé dans notre cuisine, comme s'il était déjà le propriétaire des lieux. « Si l'un de vous tombe malade ou a un problème de santé, nous pourrons gérer vos affaires sans complications légales. » La façon dont elle l'a dit si naturellement m'a presque convaincu, mais il y avait quelque chose dans son insistance qui me rendait nerveuse. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé à regarder le plafond, écoutant la respiration de Georges à côté de moi, essayant de comprendre pourquoi je me sentais si inquiète. Le lendemain, j'ai décidé d'appeler ma sœur Sophie pour lui demander conseil. Sophie a toujours été plus perspicace que moi, plus méfiante des intentions des gens. Quand je lui ai parlé de la pression d'Alexandra, elle est restée silencieuse un long moment. « Anne, » a-t-elle finalement dit, « ne trouves-tu pas étrange qu'Alexandra soit si pressée de contrôler votre argent ? Je veux dire, elle a sa propre entreprise. Elle va bien financièrement. Pourquoi aurait-elle besoin d'un tel contrôle sur vos finances ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Elle avait raison. Alexandra n'avait jamais montré de problème financier, n'avait jamais emprunté d'argent, n'avait jamais donné de signe qu'elle avait besoin de notre aide financière. Cet après-midi-là, quand Alexandra est apparue pour une autre de ses conversations sur notre avenir, j'ai décidé de la confronter directement. « Ma chérie, ai-je commencé alors que nous étions assises sur la terrasse ? Pourquoi est-ce si important pour toi d'avoir le contrôle sur nos affaires financières ? Ton père et moi sommes encore lucides. » Sa réaction a été immédiate et révélatrice. Son visage s'est durci, et, un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a rappelé une autre personne, quelque chose de froid et de calculateur que je n'avais jamais remarqué auparavant. « Maman, il ne s'agit pas de contrôle », a-t-elle répondu d'une voix tendue. « Il s'agit d'amour, de sollicitude et de responsabilité familiale. » Mais la façon dont elle a prononcé « responsabilité familiale » sonnait plus comme une menace que comme une expression d'affection. Emmanuel, qui était resté silencieux jusqu'alors, est intervenu de sa voix calme mais ferme. « Anne, nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est douloureux de vous voir vous inquiéter pour des choses que nous pourrions facilement résoudre. » Cette nuit-là, après leur départ, Georges et moi avons eu notre première dispute sérieuse depuis des années. Il pensait que j'étais paranoïaque, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. J'ai insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas,
que le comportement de notre fille avait trop changé. « Georges, ai-je dit pendant que nous faisions la vaisselle. Te souviens-tu comment était Alexandra avant la mort de Richard? Elle était différente, plus distante, plus... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose en elle qui me faisait peur. Mon mari a arrêté de sécher l'assiette qu'il tenait dans ses mains et m'a regardé fixement. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la reconnaissance. « Anne, dit-il d'une voix très basse, il y a des choses sur la mort de Richard que je ne t'ai jamais racontées. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. » Les mots de Georges m'ont frappé comme un éclair. « Quoi, sur la mort de Richard ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Georges s'est assis lourdement sur l'une des chaises de la cuisine, à cette même table où nous avions partagé des milliers de repas en famille, où Richard faisait ses devoirs et où Alexandra restait toujours silencieuse. Il s'est passé les mains sur le visage, comme s'il essayait d'effacer des souvenirs qui le tourmentaient depuis 20 ans. « La nuit où Richard est mort », commença-t-il d'une voix étouffée. Alexandra n'était pas dans sa chambre à étudier comme elle nous l'avait dit. Je l'ai vue sortir de la maison vers 20 heures. Je l'ai suivie parce que quelque chose dans son attitude m'inquiétait. Elle était très étrange ces jours-là, plus agressive, plus rancunière. Mon mari s'arrêta, regardant ses mains comme si la terrible vérité qu'il avait gardée si longtemps y était écrite. Je les ai vus se disputer près de la calanque, Anne. Je les ai entendus se crier des choses horribles. Mon monde a commencé à tourner. À propos de quoi se disputaient-ils ? Ai-je murmuré, même si une partie de moi ne voulait plus connaître la réponse. Georges leva les yeux et je vis des larmes dans ses yeux, des larmes qu'il n'avait même pas versées à l'enterrement de notre fils aîné. D'argent, Anne. Alexandra était furieuse, parce que Richard était l'aîné, parce que selon les traditions de ma famille, il hériterait de la plupart de nos biens. Mais il y avait autre chose, quelque chose à propos d'un argent que Richard avait découvert. Quel argent ? ai-je demandé, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Georges soupira profondément avant de continuer. Quelques jours avant de mourir, Richard est venu me parler à l'atelier. Il avait découvert qu'Alexandra volait de l'argent de nos économies, de petites sommes au début, puis des sommes plus importantes. Richard avait des preuves, il enquêtait depuis des mois. Mon esprit refusait de traiter ce que j'entendais. Ma fille, celle qui avait été si attentive après la mort de Richard, celle qui nous aidait et prenait soin de nous, nous volait depuis avant la mort de son frère. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Lui ai-je reproché, sentant la trahison se multiplier. Parce que quand je suis arrivé à la calanque cette nuit-là, il était déjà trop tard, a-t-il répondu d'une voix suffoquée. J'ai vu Alexandra debout à côté du corps de Richard. Notre fille tremblait, pleurait et répétait sans cesse. C'était un accident, c'était un accident. Elle m'a regardé avec ses yeux désespérés et m'a supplié de l'aider. Papa, m'a-t-elle dit. Richard a glissé en essayant de m'attraper. Je me suis juste défendu et il a perdu l'équilibre. Les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable. Mais tu l'as cru ? ai-je murmuré, bien que je connaisse déjà la réponse. Georges hocha lentement la tête avec une expression de culpabilité qui le tourmentait depuis des décennies. C'était ma fille, Anne. Ma fille me demandait de l'aide et Richard était déjà mort. Je ne pouvais pas ramener l'un à la vie en détruisant l'autre. Je pensais que c'était vraiment un accident, qu'Alexandra avait appris la leçon, qu'elle deviendrait une meilleure personne après ça. Et l'argent volé ? ai-je demandé, ayant besoin de connaître chaque détail de ce cauchemar. Jamais, a-t-il répondu. En fait, elle a continué à prendre de petites sommes que je faisais semblant de ne pas remarquer, parce que la confronter signifierait admettre que j'ai couvert un meurtre. Je suis devenu son complice, Anne. Chaque fois que je me taisais, chaque fois que je faisais semblant de ne pas voir les comptes bancaires diminuer, je devenais plus complice. La terrible réalité a commencé à prendre forme dans mon esprit. C'est pour ça qu'elle est si intéressée à contrôler nos finances maintenant, ai-je murmuré. Ce n'est pas parce qu'elle se soucie de nous, c'est parce qu'elle veut finir ce qu'elle a commencé il y a 20 ans. Georges a acquiescé gravement. Et il y a autre chose, Anne, quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines. Que pourrait-il y avoir d'autre ? ai-je demandé, sentant que mon cœur ne pouvait plus supporter de révélations. Georges est allé à son bureau et a pris des papiers qu'il avait cachés sous d'autres documents. J'ai enquêté discrètement sur les finances d'Alexandra. Son atelier ne va pas aussi bien qu'elle veut nous le faire croire. En fait, il est au bord de la faillite. Elle doit plus de 150 000 € à plusieurs banques et fournisseurs. Les papiers tremblaient dans mes mains pendant que je lisais les chiffres. Alexandra n'était pas l'entrepreneur à succès qu'elle prétendait être. C'était une personne désespérée,
qui vivait de mensonges et d'argent volé depuis des décennies. Emmanuel est au courant de tout ça? Ai-je demandé, me souvenant de son sourire tranquille et de ses étreintes chaleureuses. J'en suis sûr, a répondu Georges. J'ai remarqué comment il dirige les conversations quand il parle de notre argent, comment il pose des questions spécifiques sur nos économies, la valeur de la maison, nos polices d'assurance. Ce ne sont pas des questions innocentes, Anne. Ce sont les questions de quelqu'un qui calcule exactement combien vaut notre mort. Cette phrase m'a glacé le sang. Notre mort, ai-je répété dans un murmure. C'était la première fois que j'envisageais qu'Alexandra pourrait vouloir nous faire du mal physiquement. Jusqu'à ce moment, je pensais qu'elle voulait seulement nous voler ou nous tromper. Mais si elle avait causé la mort de son propre frère pour de l'argent, qu'est-ce qui l'empêcherait de tuer ses parents pour la même raison? Georges, ai-je dit en saisissant ses mains, nous devons aller à la police. Nous devons leur dire la vérité sur Richard et sur ce qui se passe maintenant. Mais mon mari a secoué la tête avec un regard de détresse qui m'a brisé le cœur. Avec quelle preuve, Anne? Je suis complice de la dissimulation d'un homicide. Si je parle maintenant, j'irai aussi en prison. Et en plus, qui va croire un homme de 60 ans qui a gardé ce secret pendant 20 ans? Il avait raison. Alors, on attend juste qu'elle nous tue comme elle a fait avec Richard. Nous allons être très prudents, a dit Georges, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. Nous allons trouver un moyen de nous protéger, de rassembler des preuves pour. Mais ces mots ont été interrompus par le son du téléphone. C'était Alexandra. « Bonjour, maman », dit-elle de cette voix douce qui me paraissait maintenant sinistre. Emmanuel et moi avons réfléchi, et nous pensons que ce serait magnifique de célébrer votre 35e anniversaire de mariage avec quelque chose de spécial. Que diriez-vous si nous vous emmenions à ce belvédère dans le massif des Calanques le week-end prochain? Nous pourrions faire une randonnée en famille, prendre des photos et passer une journée parfaite ensemble. Mon sang s'églaça. J'ai regardé Georges, qui avait entendu la conversation et avait le même regard de terreur sur son visage. « C'est une très gentille idée, ma chérie », ai-je réussi à répondre d'une voix tremblante. « Mais laisse-nous y réfléchir et nous te rappellerons demain. » Après avoir raccroché, Georges et moi nous sommes regardés en silence, sachant que nous venions de recevoir une invitation à notre propre exécution. « Le belvédère », ai-je murmuré. « Elle va nous emmener au belvédère pour nous tuer et faire passer ça pour un accident. » Georges a acquiescé gravement. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi une minute. Serrés l'un contre l'autre dans notre lit, planifiant comment nous pourrions nous sauver de notre propre fille. Les jours suivants furent un cauchemar de terreur et de dissimulation. Georges et moi avons dû faire comme si de rien n'était, quand Alexandra et Emmanuel sont venus nous rendre visite, souriant quand ils parlaient du voyage au belvédère, acquiesçant quand ils nous racontaient avec enthousiasme qu'ils passeraient du temps avec nous. Mais à l'intérieur, chaque fibre de mon être criait de peur. Je savais que je regardais dans les yeux les responsables de la mort de mon fils aîné et qu'ils prévoyaient maintenant de faire de même avec moi et mon mari. Emmanuel est arrivé le jeudi après-midi avec un nouveau sac à dos et ce sourire tranquille qui semblait maintenant le masque d'un sociopathe. « Anne, ma chère », dit-il en m'étreignant avec ses bras qui allaient bientôt me pousser vers la mort. « J'ai acheté quelques provisions pour notre aventure dans les Calanques. De l'eau, des fruits, des sandwichs, tout ce dont nous aurons besoin pour le pique-nique. » Il m'a montré le contenu du sac à dos comme un enfant excité, mais je ne pouvais penser qu'à la façon dont chacun de ces articles pourrait être utilisé pour couvrir notre meurtre. « J'ai aussi apporté mon nouvel appareil photo », a-t-il ajouté en exhibant un appareil photo numérique coûteux. « Je veux capturer chaque moment de cette journée spéciale. Ce seront des photos que nous garderons pour toujours. » L'ironie de ces mots me donnait la nausée. La seule photo qu'il prendrait serait celle de nos corps brisés au fond d'un ravin, si tant est que quelqu'un nous retrouve. Alexandra est apparue, portant un équipement de randonnée d'aspect neuf. « Papa », dit-elle à Georges avec un enthousiasme fin, « j'ai acheté tout le matériel nécessaire pour une randonnée en toute sécurité. Des cordes, des lampes de poche, une trousse de premier secours. » Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme une moquerie cruelle. Un équipement de sécurité pour planifier nos meurtres. La perversité de la situation m'a donné le vertige. N'est-ce pas un peu dangereux pour des gens de notre âge? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté tout en cherchant une excuse pour annuler le voyage. Alexandra me caressa la joue avec cette fausse tendresse qui me retournait l'estomac. C'est pour ça que nous avons choisi un sentier très facile et sûr, a-t-elle assuré. C'est une randonnée que même les enfants peuvent faire. De plus, Emmanuel et moi serons là pour prendre soin de vous à chaque instant.
Oui, il serait là pour prendre soin de nous jusqu'au moment exact où il déciderait de nous pousser d'une falaise. Ce soir-là, quand ils sont finalement partis, Georges et moi, nous sommes assis sur notre terrasse en tremblant. Non seulement à cause du froid de la nuit, mais aussi de la terreur absolue que nous avions contenue pendant des heures. Nous ne pouvons pas y aller, ai-je dit en saisissant ses mains. Nous allons inventer une excuse. Si nous n'y allons pas, a répondu Georges d'une voix grave, ils trouveront un autre moyen de nous tuer. Être quelque chose qui semblera encore plus accidentel, comme un incendie dans la maison ou un cambriolage qui a mal tourné. Au moins au Belvédère, nous savons ce qu'ils vont essayer de faire. Ces mots avaient une logique terrible, mais ne me consolaient en rien. Alors, que suggères-tu ? ai-je demandé, désespéré de trouver une solution pour nous sauver la vie. Georges est resté pensif quelques minutes avant de répondre. Nous y allons, mais nous serons préparés. Je vais cacher mon téléphone et le configurer pour qu'il enregistre tout ce qui se passe. Si nous parvenons à survivre, nous aurons des preuves. Et sinon, sa voix se brisa. Au moins quelqu'un connaîtra la vérité. Le vendredi soir, nous avons à peine pu toucher notre dîner. Nous savions que ce pourrait être notre dernier repas, ensemble dans notre maison, dans cette cuisine où nous avions partagé tant de moments heureux quand nous étions une vraie famille. Georges a relu son testament une dernière fois, s'assurant que si quelque chose nous arrivait, au moins Alexandra n'obtiendrait pas tout sans qu'il y ait une trace de nos soupçons. J'ai écrit une lettre, a-t-il avoué, en me montrant une enveloppe scellée. Elle est adressée à ta sœur Sophie. J'y explique tout ce que nous savons sur la mort de Richard et ce que nous pensons qu'Alexandra prévoit de nous faire. Je l'ai cachée dans le coffre-fort de la banque. Si nous ne revenons pas de ce voyage, au moins elle saura où chercher la vérité. Cette nuit-là, nous nous sommes couchés en nous serrant dans les bras, nous murmurant des mots d'amour qui pourraient être les derniers. « Si quelque chose m'arrive, » a dit Georges, « je veux que tu saches que ces 35 années avec toi ont été les meilleures de ma vie. Malgré tout, malgré les erreurs et les secrets, je t'aime plus que ma propre vie. » J'ai pleuré en silence, mémorisant le rythme de sa respiration, la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau. Le samedi s'est levé avec un ciel bleu qui semblait se moquer de notre situation. Alexandra est arrivée tôt, en sifflotant une mélodie joyeuse qui m'a glacé le sang. « Bonjour les tourtereaux !» a-t-elle crié depuis la porte d'entrée. « Prêt pour votre grande aventure ?» Emmanuel est apparu derrière elle, radieux, comme si c'était le jour le plus heureux de sa vie, sauf que c'était un rendez-vous avec la mort. Pendant le petit déjeuner que nous avons à peine pu manger, Alexandra a expliqué en détail l'itinéraire que nous allions emprunter. « C'est un sentier magnifique », dit-elle en étalant une carte sur la table. « Il mène à un belvédère d'où l'on peut voir toute la baie de Cassis. On dit que la vue est spectaculaire. » Ses yeux brillaient d'un enthousiasme qui semblait démoniaque. « Bien sûr, les vues seraient spectaculaires, ce seraient les dernières que nous verrions de notre vie. Le sentier a quelques parties escarpées, » a ajouté Emmanuel comme s'il nous donnait des informations touristiques utiles. Mais rien que des randonneurs expérimentés comme vous ne puissent gérer. Son commentaire sur nos prétendues compétences en randonnée sonnait comme une blague cruelle. Nous étions deux sexagénaires qui marchions à peine sur la plage de temps en temps. En chargeant la voiture, j'ai vu Alexandra vérifier méticuleusement son sac à dos, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour son plan. J'ai vu des cordes, une petite pelle et quelque chose qui ressemblait à une fusée de détresse. « C'est pourquoi ça ?» ai-je demandé en désignant la fusée. « Pour la sécurité » a-t-elle répondu sans hésiter. « Si nous nous perdons ou si quelque chose tourne mal, nous pouvons envoyer un signal de détresse. » Bien sûr, ils enverraient un signal de détresse après nous avoir poussés d'une falaise pour que nos corps puissent être retrouvés et qu'il soit confirmé que c'était un tragique accident lors d'une randonnée en famille. Tout était calculé. Chaque détail avait été planifié pour que nos meurtres paraissent parfaitement naturels. Le trajet en voiture vers le massif des Calanques a duré près de 3 heures, qui ont semblé une éternité. Emmanuel a mis de la musique entraînante et a chanté avec les chansons comme si nous allions vraiment faire une promenade amusante en famille. Alexandra a conduit prudemment, respectant toutes les limitations de vitesse, s'arrêtant à chaque panneau stop. Elle ne voulait pas risquer un accident qui gâcherait ses plans parfaits. Pendant le trajet, Georges a discrètement pris ma main et a activé l'enregistrement sur son téléphone. Tout ce qui se passerait à partir de ce moment serait enregistré. Si nous parvenions à survivre, nous aurions des preuves. Sinon, au moins la vérité ne mourrait pas avec nous. Quand nous sommes finalement arrivés au début du sentier, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. L'endroit était magnifique, avec de grands arbres
et le bruit d'une cascade au loin. Mais pour moi, il était devenu le théâtre de ma propre exécution. Alexandra et Emmanuel ont sorti leurs sacs à dos de la voiture, souriant et plaisantant comme si c'était le jour le plus heureux de leur vie. « Prêt pour l'aventure ?» a demandé Alexandra. Et pour la première fois en 20 ans, j'ai vu la même lueur froide dans ses yeux qu'elle devait avoir la nuit où Richard est mort. Le sentier a commencé de manière relativement facile, serpentant entre des arbres touffus et des rochers couverts de mousse. Emmanuel marchait devant nous, prenant constamment des photos et commentant la beauté du paysage. « Regardez ces fleurs sauvages !» s'est-il exclamé en désignant des buissons pleins de fleurs violettes. Et cette formation rocheuse, incroyable. Sa performance était parfaite, celle d'un gendre aimant profitant d'une journée spéciale avec ses beaux-parents. Alexandra marchait derrière nous, soi-disant pour s'assurer que nous ne restions pas en arrière, mais je pouvais sentir ses yeux dans notre dos comme des poignards. Chaque fois que je me retournais pour la regarder, elle me souriait avec ce sourire qu'elle avait perfectionné au fil de 20 ans de mensonges. « Comment ça va, maman et papa ?» demandait-elle avec une fausse préoccupation. « Avez-vous besoin de vous arrêter pour vous reposer ?» Après 1 heure de marche, nous avons commencé à monter une partie plus escarpée du sentier. Mes jambes étaient déjà lourdes et Georges respirait avec difficulté. Nous n'étions pas habitués à ce type d'exercice et nos enfants assassins le savaient parfaitement. Ils avaient choisi un itinéraire qui nous épuiserait physiquement, nous rendant vulnérables pour le moment où ils exécuteraient leur plan. « Nous sommes presque arrivés au belvédère », a annoncé Emmanuel avec enthousiasme. Bien que, d'après la carte que j'avais vue à la maison, il nous restait encore au moins 1 demi-heure de marche, son mensonge a confirmé qu'il n'avait pas l'intention d'atteindre le belvédère officiel. L'endroit où il prévoyait de nous tuer devait être beaucoup plus proche. Pendant toute la randonnée, j'ai essayé de mémoriser chaque détail du sentier, chaque arbre, chaque rocher qui pourrait servir de référence si je parvenais à survivre et que je devais expliquer à la police exactement où tout s'était passé. Georges faisait de même et nous échangions occasionnellement des regards chargés de terreur et de détermination. Nous savions que nous marchions vers notre mort, mais nous savions aussi que c'était notre seule chance d'obtenir les preuves dont nous avions besoin. « Regardez ça !» a soudainement crié Alexandra en désignant une formation rocheuse qui se détachait sur notre droite. Cette falaise a une vue incroyable. Montons là-haut pour prendre quelques photos spéciales. Mon sang se glaça. C'était l'endroit qu'ils avaient choisi pour notre meurtre. La falaise s'élevait à environ 30 mètres au-dessus du sentier principal, accessible par un chemin secondaire qui semblait beaucoup plus dangereux que celui que nous suivions. Les rochers étaient instables. Il y avait moins d'arbres auxquels s'agripper en cas de faux pas et du sommet, on pouvait voir un précipice qui tombait dans un ravin profond rempli de rochers acérés. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée », ai-je dit, en essayant de paraître désinvolte. Ce sentier semble assez dangereux pour des gens de notre âge. Mais Emmanuel avait déjà commencé à marcher vers la bifurcation, portant son sac à dos rempli d'équipements de sécurité que je savais qu'il n'utiliserait pas pour nous sauver. « Allons, Anne », dit-il de cette voix persuasive qu'il utilisait quand il voulait me convaincre de quelque chose. « Cela ne prendra que quelques minutes. De plus, Alexandra a raison. Les photos de là-haut seront spectaculaires. » La façon dont il a dit « spectaculaire » m'a fait frissonner. Elles seraient spectaculaires pour quiconque les verrait plus tard comme preuve de notre accident. Georges me serra discrètement la main, me rappelant que son téléphone enregistrait tout. Nous devions continuer. Nous devions aller jusqu'au bout pour obtenir les preuves dont nous avions besoin. Si nous refusions maintenant, il trouverait simplement une autre occasion, un autre endroit, une autre excuse pour nous tuer. La montée vers la falaise fut épuisante. Les rochers instables glissaient sous nos pieds et plus d'une fois j'ai failli tomber. Mais le plus effrayant était de réaliser à quel point cet endroit était parfait pour un meurtre. Si quelqu'un trébuchait accidentellement et tombait du sommet, il n'y aurait aucun moyen de survivre. Et plus important encore, il n'y aurait pas de témoins. « On y est presque !» a crié Alexandra d'en haut, où elle était déjà arrivée avec l'agilité de quelqu'un qui avait planifié cet itinéraire avec soin. Emmanuel la suivit, puis aida Georges et moi à gravir les derniers mètres. Ses mains sur mes bras semblaient être les griffes d'un prédateur. Le belvédère était en effet spectaculaire. De là, nous pouvions voir toute la vallée, les montagnes au loin et la mer scintillant à l'horizon. En toute autre circonstance, cela aurait été un moment magnifique à partager en famille. Mais sachant ce que je savais, l'endroit ressemblait au décor parfait pour un cauchemar. « Venez ici pour les photos », a crié Emmanuel, se positionnant près du bord de la falaise. « Je veux que la vallée soit en arrière-plan. »
Georges et moi nous sommes approchés lentement, chaque pas nous rapprochant de notre destination finale. Je pouvais voir Alexandra se positionner stratégiquement derrière nous, calculant les angles, mesurant les distances. « Parfait !» s'est exclamé Emmanuel en levant son appareil photo. « Maintenant, serrez-vous dans les bras et souriez. » Georges et moi nous sommes enlacés, probablement pour la dernière fois, pendant qu'il prenait photo après photo. Chaque flash de l'appareil photo ressemblait à un éclair annonçant la tempête qui allait arriver. « Prenez-en une autre », suggéra Alexandra en se rapprochant de nous. Mais cette fois, reculez un peu plus pour que le paysage soit mieux cadré. Un pas en arrière signifiait être exactement au bord du précipice. Georges et moi avons échangé un regard. Le moment était venu. Nous avons reculé comme on nous l'avait ordonné, sentant le sol solide disparaître sous nos pieds, ne laissant que le vide de l'abîme derrière nous. Emmanuel a levé son appareil photo une fois de plus, mais cette fois, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Il n'y avait plus besoin de faire semblant. Le masque était tombé. « Souriez », dit-il d'une voix qui n'était plus douce. « Ce sera votre dernière photo. » À ce moment-là, Alexandra s'est jetée sur nous les bras tendus. Le plan était simple. Nous pousser en arrière pour que nous tombions dans le vide, prendre quelques photos de l'accident, puis descendre pour découvrir nos corps brisés. Mais Georges s'était préparé pour ce moment. À la dernière seconde, il a réussi à attraper le poignet d'Alexandra et à la tirer vers l'avant. « Si nous devons mourir, tu viens avec nous », a-t-il crié avec une fureur que je n'avais jamais vue chez lui. Pendant un instant, nous étions tous les quatre en train de vaciller au bord de la falaise, nous agrippant les uns aux autres dans une danse macabre entre la vie et la mort. Emmanuel a crié et a essayé d'aider Alexandra, mais le poids de nous tous était trop important. J'ai senti le sol céder sous mes pieds. J'ai senti la gravité commencer à gagner la bataille. Et puis, nous sommes tombés tous les quatre ensemble, enfermés dans une étreinte mortelle, criant tandis que l'air sifflait autour de nous et que le sol rocheux se rapprochait à une vitesse vertigineuse. Pendant ces secondes qui ont duré une éternité, j'ai pensé à Richard, à ce qu'il a dû ressentir quand Alexandra l'a poussé dans le ravin il y a 20 ans. J'ai imaginé sa terreur, sa confusion, sa trahison, en réalisant que sa propre sœur l'avait condamné à mort. L'impact fut brutal. J'ai entendu le son horrible des os qui se brisent, le son de mon propre corps se fracassant contre les rochers. La douleur était indescriptible, mais encore plus terrible était le goût de sang dans ma bouche et la certitude que cette fois, Alexandra avait gagné. Cette fois, il n'y aurait pas de témoin pour raconter la vérité. Mais alors j'ai entendu la voix de Georges, faible mais claire. « Anne, ne bouge pas, fais semblant d'être morte. » Et j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. J'étais encore en vie. La douleur était si intense que j'ai cru devenir folle. Chaque fibre de mon corps hurlait d'agonie. Je sentais le sang couler sur mon visage et quelque chose de chaud et de collant imprégner mes vêtements. Mais la voix de Georges a résonné dans mes oreilles comme un ordre divin. Fais semblant d'être morte. Avec une force de volonté que je ne me savais pas posséder, je suis resté complètement immobile, contrôlant même ma respiration pour qu'elle soit imperceptible. À quelques mètres de là, je pouvais entendre les gémissements de douleur d'Alexandra et d'Emmanuel. Eux aussi avaient survécu à la chute, mais d'après les bruits qu'ils faisaient, ils semblaient être en pire état que nous. « Emmanuel !» j'ai entendu la voix brisée de ma fille. « Ça va ?» Son inquiétude pour son mari me retournait l'estomac. Cette femme qui avait causé la mort de son propre frère et tenté de nous tuer était encore capable de ressentir de l'amour pour quelqu'un. « Je crois que je me suis cassé la jambe », gémit Emmanuel. « Ça fait si mal, Alexandra. » Et les vieux. La façon méprisante dont il a parlé de nous a confirmé ce que je savais déjà. Nous n'avions jamais été une famille pour lui. Nous n'étions que des obstacles sur le chemin de notre argent. J'ai entendu un mouvement, comme si Alexandra rampait dans notre direction. Mon cœur battait si vite que j'ai eu peur qu'elle puisse l'entendre. « Ils sont morts », a-t-elle annoncé, après quelques minutes qui ont semblé des heures. Ils ont tous les deux les yeux ouverts, mais ils ne respirent pas. Son mensonge m'a rempli d'un étrange espoir. Si elle nous croyait morts, peut-être aurions-nous une chance. Parfait, a murmuré Emmanuel avec une satisfaction qui m'a glacé le sang. Ça a marché exactement comme prévu. Bon, sauf pour la partie où nous sommes tombés aussi, a répondu Alexandra avec un rire amer. Au moins, nous n'aurons plus à faire semblant de les aimer. Dans les minutes qui ont suivi, qui ont semblé une éternité, Alexandra et Emmanuel ont discuté de leur situation. Ils étaient tous les deux blessés, mais pouvaient bouger.
Le plan était maintenant de ramper jusqu'à un endroit d'où ils pourraient appeler à l'aide, puis de raconter l'histoire de leur survie miraculeuse à un tragique accident qui avait tué leurs pauvres parents. « Souviens-toi de l'histoire », a dit Alexandra à Emmanuel. « Nous prenions des photos quand un rocher s'est détaché sous les pieds de papa. Il a trébuché et en essayant de s'accrocher, il a entraîné maman avec lui. Nous avons essayé d'aider, mais nous sommes tombés aussi. Il est important que nos histoires coïncident. » « Je sais », a répondu Emmanuel. « On l'a répété 100 fois. Nous sommes les survivants traumatisés d'une tragédie familiale. Pauvres de nous. Nous avons perdu nos chers beaux-parents dans un horrible accident. Leur performance était si convaincante que si je n'avais pas vécu la vérité, j'aurais cru chaque mot. Progressivement, leurs voix se sont estompées alors qu'ils rampaient vers ce qu'ils espéraient être leur salut. Quand le silence est enfin tombé, Georges a murmuré mon nom si bas que j'ai à peine pu l'entendre. « Anne, ça va ?» J'ai répondu dans le même murmure, confirmant que j'étais en vie, mais terriblement blessé. « Ma jambe droite est cassée, m'a-t-il dit d'une voix étouffée par la douleur, et je crois que j'ai quelques côtes fracturées. Et toi ?» J'ai fait un inventaire mental de mon corps. J'ai senti une douleur aiguë dans mon bras gauche. Ma tête pulsait comme si quelqu'un l'a frappé avec un marteau, et il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas avec mon épaule. Mais j'étais en vie, et c'était plus que ce que j'avais espéré. « Nous sommes mal en point, mais nous sommes en vie », ai-je murmuré. Le téléphone enregistre, mais il n'y a pas de réseau ici en bas. C'était la partie la plus terrifiante de notre situation. Nous étions en vie, mais piégés au fond d'un ravin, blessés et sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Si personne ne venait nous chercher, nous mourions là, lentement, de soif, de faim ou de nos blessures. « Georges », ai-je murmuré, « avant qu'il ne soit trop tard, j'ai besoin que tu me dises tout ce qui s'est vraiment passé la nuit où Richard est mort. » Mon mari a soupiré profondément, comme s'il attendait ce moment depuis 20 ans. « Cette nuit-là, » a-t-il commencé d'une voix tremblante, « Richard est venu me trouver à l'atelier. Il était furieux. Il avait des papiers à la main, des relevés bancaires. Il m'a montré des preuves qu'Alexandra volait de l'argent de nos comptes depuis des mois, de petites sommes au début, puis des sommes plus importantes. Richard avait enquêté parce qu'il avait remarqué des anomalies dans nos économies. La douleur physique s'est mêlée à la douleur émotionnelle alors que j'écoutais la vérité qui avait été cachée pendant des décennies. Richard voulait confronter Alexandra ce soir-là même, a poursuivi Georges. J'ai essayé de le calmer, de le convaincre d'attendre le lendemain, mais il était déterminé. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir en sachant que sa petite sœur nous volait. « Et tu l'as suivi ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Je l'ai suivi parce que j'avais peur de ce qui pourrait arriver. Je connaissais le tempérament de Richard quand il était en colère, et j'avais aussi remarqué quelque chose d'étrange chez Alexandra dernièrement. Une froideur qui me donnait des frissons. Quand je suis arrivé au ravin, a poursuivi Georges, je les ai trouvés en train de se crier dessus. Richard avait les papiers à la main, les agitant au visage d'Alexandra. « Tu es une voleuse !» lui criait-il. « Tu voles nos propres parents !» Alexandra niait tout. Elle disait que Richard était fou, qu'il inventait des choses. Mon cœur s'est accéléré en imaginant la scène. Mes deux enfants s'affrontant dans l'obscurité, l'un accusant l'autre de trahison. Que s'est-il passé ensuite? Ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas le savoir. Georges s'est arrêté un long moment avant de continuer. Richard lui a dit que si elle ne rendait pas l'argent et ne nous avouait pas tout, il nous dirait la vérité lui-même. Alexandra est devenue furieuse. Elle a crié que Richard avait toujours été le favori, qu'il avait toujours eu tout facile, qu'il était temps que les choses changent. Et puis la voix de Georges s'est brisée. Alexandra a poussé Richard. Ce n'était pas un accident. Elle l'a poussé de toutes ses forces, délibérément. Les larmes ont coulé sur mon visage, se mêlant au sang de mes blessures. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» ai-je demandé, ressentant un mélange de rage et de désespoir. Georges a soupiré profondément, parce que quand je suis arrivé là où était Alexandra, elle pleurait, tremblait, me répétant sans cesse que c'était un accident, qu'elle n'avait pas eu l'intention de le faire. Elle m'a supplié de ne rien te dire, qu'elle ne pouvait pas te perdre toi aussi. « Mais tu savais que c'était un mensonge » ai-je murmuré, sentant le poids de la trahison s'approfondir. « Oui, mais c'était ma fille, Anne, ma seule fille survivante. Comment pouvais-je la livrer à la police? Comment pouvais-je détruire ce qui restait de notre famille ?» Sa justification me faisait aussi mal que mes blessures physiques. « Et l'argent volé ?» ai-je continué. Alexandra a promis qu'elle le rembourserait petit à petit.
Elle a juré que c'était une mauvaise décision, qu'elle était désespérée, que ça ne se reproduirait plus jamais, mais elle n'a jamais rendu un seul centime. En fait, elle a continué à voler, et j'ai continué à me taire, parce que chaque jour qui passait, je devenais plus complice de son crime. À ce moment-là, nous avons entendu des voix au loin. Alexandra et Emmanuel avaient réussi à trouver de l'aide. Bientôt, les équipes de secours seraient là et nos enfants assassins joueraient le rôle de leur vie. Les survivants traumatisés d'une tragédie familiale. Les voix se sont faites de plus en plus proches, accompagnées par le bruit d'hélicoptères survolant la zone. L'équipe de secours était arrivée, et avec elle, le moment le plus crucial de nos vies. Georges et moi devions prendre une décision en quelques minutes. Devions-nous continuer à faire semblant d'être morts jusqu'à ce que nous trouvions l'occasion parfaite de révéler la vérité, ou risquer d'être secourus avec nos assassins? « Anne !» a murmuré Georges avec urgence. Le téléphone a tout enregistré là-haut. Nous avons l'aveu d'Emmanuel sur le plan. Nous avons Alexandra qui admet que nous sommes des obstacles. Nous avons tout. Mais s'ils nous trouvent vivants maintenant, ils peuvent détruire les preuves avant que nous parvenions à les remettre aux autorités. Il avait raison. Si Alexandra et Emmanuel réalisaient que nous avions survécu et entendu leurs aveux, ils trouveraient un moyen de nous faire taire pour toujours. Cette fois, ce ne serait pas un accident, ce serait quelque chose de beaucoup plus direct et définitif. Nous devions attendre le moment parfait. « Ils sont ici en bas », a crié la voix d'Alexandra d'en haut. « Mes parents, s'il vous plaît, dépêchez-vous ». Sa performance était parfaite, sa voix brisée par la douleur et le désespoir. Si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais cru que c'était une fille dévastée par la perte de ses parents. « Madame, restez calme », a répondu une voix autoritaire qui devait appartenir au chef de l'équipe de secours. « Nous allons descendre pour vous évaluer. Vous et votre mari, pouvez-vous bouger ?» J'ai entendu le bruit des cordes et du matériel en préparation pour la descente. Emmanuel avait perfectionné son rôle de gendre en deuil. « Je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé », a-t-il sangloté. « Nous prenions des photos, si heureux. Tout s'est passé si vite. Un rocher s'est détaché et ils sont tombés. » Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur, parce que je savais qu'il répéterait ces mêmes mensonges à la police, aux médias, à quiconque voudrait entendre sa version des faits. Les secouristes ont commencé à descendre. Je pouvais entendre leur voix se rapprocher, le bruit des bottes contre la roche, le cliquetis du matériel. Georges m'a discrètement serré la main, me rappelant que nous devions maintenir la comédie quoi qu'il arrive. « Ils sont ici !» a crié l'un des secouristes en nous trouvant. « Nous avons 2 personnes au fond du ravin. » Il s'est approché de nous et a commencé à nous examiner. J'ai gardé les yeux fermés et ma respiration si superficielle qu'elle était presque imperceptible. J'ai senti ses mains chercher un pouls dans mon cou, son oreille près de ma bouche essayant de détecter une respiration. « Celui-ci a encore un pouls faible », a-t-il annoncé en parlant de Georges. « La femme, je ne suis pas sûr. J'ai besoin de l'équipe médicale ici en bas immédiatement. » Mon cœur s'est accéléré. Le plan fonctionnait. Il croirait que Georges était au bord de la mort, mais toujours en vie, tandis que je serais assez proche de la mort pour ne pas être une menace immédiate. Dans les minutes qui ont suivi, qui ont semblé des heures, les ambulanciers ont travaillé sur nous. J'ai senti qu'on me mettait un masque à oxygène, qu'on vérifiait mes blessures et qu'on m'attachait à une civière. Pendant tout ce temps, j'ai dû lutter contre chaque instinct de mon corps qui me criait d'ouvrir les yeux, de demander de l'aide, d'arrêter de faire semblant. L'homme est stable, mais dans un état critique, ai-je entendu un des ambulanciers informer par radio. La femme est dans un état très grave, pouls presque imperceptible. Nous devons les transporter à l'hôpital immédiatement. Parfait. Ils nous emmèneraient à l'hôpital où nous aurions l'occasion de parler aux autorités sans qu'Alexandra et Emmanuel puissent nous faire taire. Pendant la remontée sur les civières, j'ai pu entendre les sanglots d'Alexandra et les paroles de réconfort que les secouristes lui offraient, à elle et à Emmanuel. « Vous avez été si courageux de survivre à ça », lui a dit quelqu'un. « C'est un miracle que vous alliez relativement bien. » S'il savait que le vrai miracle était que Georges et moi étions en vie pour raconter la vérité. Dans l'hélicoptère médical, alors que nous volions vers l'hôpital, je pouvais sentir la présence de Georges sur la civière à côté de moi. Les ambulanciers se concentraient sur sa stabilisation, et d'après leur conversation, j'ai compris qu'il était dans un état critique. Ses blessures étaient plus graves que les miennes, et pendant un moment terrible, j'ai craint qu'il ne meure avant que nous ayons l'occasion de révéler la vérité. « Madame », ai-je entendu l'un des ambulanciers me dire, « si vous m'entendez, tenez bon, nous serons à l'hôpital dans quelques minutes. » Sa voix était gentille,
pleine d'une compassion authentique qui contrastait de façon dramatique avec la fausseté que j'avais entendue de ma propre famille. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital de Marseille, le chaos a été immédiat. Médecins et infirmières couraient dans tous les sens, criant des ordres médicaux que je ne comprenais pas. J'ai été emmené directement dans une salle d'urgence où ils ont commencé à soigner mes blessures. Je devais continuer à faire semblant d'être inconsciente, mais je devais aussi trouver un moyen de communiquer avec quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. « Docteur », ai-je entendu une infirmière dire, « ces signes vitaux sont étranges. Le pouls est plus fort que ce à quoi on s'attendrait pour quelqu'un dans son état supposé. » Mon cœur a fait un bond. On m'avait découverte. J'étais une si mauvaise actrice que mon propre corps me trahissait. « Ça arrive parfois dans les cas de traumatisme extrême », a répondu la médecin. « Le corps a des moyens mystérieux de s'accrocher à la vie. Nous allons maintenir un contrôle strict. Les prochaines heures seront cruciales. » Alexandra a fait un bruit qui était censé être un sanglot de douleur, mais pour moi, ça sonnait comme un soupir de soulagement. « Pouvons-nous les voir ?» a demandé Emmanuel. « Juste pour quelques minutes. Nous avons besoin. Nous avons besoin de leur dire au revoir au cas où quelque chose arriverait. » La médecin a acquiescé et j'ai bientôt entendu des pas s'approcher de mon lit. C'était le moment le plus dangereux de tous. Je devais convaincre mes assassins que j'étais vraiment en train de mourir. J'ai senti la présence d'Alexandra à côté de mon lit. Sa main a touché la mienne. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas retirer ma main immédiatement. « Maman », a-t-elle murmuré, « si tu peux m'entendre, je veux que tu saches que je t'aime. Je suis tellement désolé que ça soit arrivé. » Ces mots étaient du miel empoisonné, doux en surface, mais mortels dans leur essence. Emmanuel s'est approché de l'autre côté. « Anne, ma chère, a-t-il murmuré, tu as été comme une mère pour moi. Nous ne t'oublierons jamais. » Mensonge. La seule raison pour laquelle il ne m'oublierait pas était qu'il devrait vivre en sachant qu'il m'avait assassiné. Mais alors Alexandra s'est penchée plus près de mon oreille et a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. « J'espère que tu as appris la leçon, maman. Tu n'aurais jamais dû poser autant de questions sur nos finances. Certaines vérités sont mieux laissées enfouies, tout comme Richard. » À ce moment-là, j'ai su que notre plan avait fonctionné. Alexandra venait d'avouer, et même si je n'avais aucun moyen d'enregistrer, il y avait une infirmière dans la pièce qui avait entendu chaque mot. Le murmure d'Alexandra a résonné dans mes oreilles comme un aveu direct de sa culpabilité. Elle avait mentionné Richard. Elle avait admis que certaines vérités devaient rester enfouies et, plus important encore, elle avait reconnu que nos questions sur les finances avaient été la raison de notre accident. Mais j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin d'un aveu complet qui ne pourrait pas être mal interprété ou nié plus tard. L'infirmière qui avait entendu le commentaire, une jeune femme nommée Marie, selon son badge, avait cessé de vérifier les moniteurs. J'ai vu à travers mes paupières mi-closes comment ses yeux s'écarquillaient de surprise et d'horreur. Elle avait entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre, et son expression m'a dit qu'elle comprenait parfaitement les implications de ces mots. « Qu'est-ce que tu as dit à propos de Richard ?» a murmuré Emmanuel, visiblement surpris par la mention du frère décédé. Alexandra s'est tendue, réalisant qu'elle en avait trop dit. « Rien », a-t-elle murmuré. « J'ai juste voulu dire que... Eh bien, maman s'est toujours demandé ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Je crois que ça n'a plus d'importance, » a répondu Emmanuel, mais sa voix était chargée de tension. Mais ça avait de l'importance. Et Emmanuel était assez intelligent pour réaliser que sa femme avait commis une erreur. Alexandra lui a dit d'une voix tendue, « Allons-y, les médecins ont besoin d'espace pour travailler. » Je pouvais sentir la tension entre eux, la compréhension mutuelle qu'ils en avaient trop dit au mauvais endroit. Après leur départ, l'infirmière Marie s'est approchée de mon lit. « Madame » a-t-elle murmuré si bas que j'ai à peine pu l'entendre. « Je sais que vous pouvez m'entendre. Ce que je viens d'entendre n'est pas normal. Si vous êtes en danger, vous devez me le dire d'une manière ou d'une autre. » Sa voix avait une urgence qui m'a rempli d'espoir. Quelqu'un d'autre avait commencé à soupçonner. Très lentement, presque imperceptiblement, j'ai bougé mon index. C'était le plus petit mouvement possible, mais Marie l'a remarqué immédiatement. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré. « Vous faites semblant d'être inconsciente. » J'ai bougé mon doigt à nouveau, cette fois 2 fois. « Écoutez » dit-elle en se penchant encore plus près. « Je vais faire semblant de vérifier vos moniteurs. Si vous êtes en danger à cause de ces personnes qui viennent de sortir, bougez votre doigt 3 fois. » Sans hésiter, j'ai bougé mon doigt 3 fois. Marie a eu un hoquet. « C'est eux qui vous ont fait ça ?» 3 mouvements de plus. L'infirmière s'est éloignée de mon lit
et a fait semblant de vérifier ma perfusion tout en traitant ce qu'elle venait de découvrir. Je pouvais voir dans son expression qu'elle était en train de décider quoi faire. Finalement, elle s'est de nouveau approchée de moi. « Je vais parler à la médecin responsable », a-t-elle murmuré. « Mais j'ai besoin que vous continuiez à faire semblant jusqu'à ce que nous puissions vous protéger, vous comprenez ?» J'ai bougé mon doigt une fois. Les minutes suivantes furent angoissantes. Marie a quitté la chambre et je suis resté seul, espérant et priant pour qu'elle croie mon histoire et prenne les bonnes mesures. Finalement, j'ai entendu des pas s'approcher. C'était Marie, accompagnée d'une femme plus âgée qui devait être la chef de service et, étonnamment, de 2 policiers. « Madame », a dit la médecin à voix basse, « l'infirmière Marie m'a parlé de votre situation. Si vous m'entendez, nous avons besoin que vous sachiez que vous êtes en sécurité maintenant. Les policiers sont là pour vous protéger. » Une vague de soulagement si intense a failli briser ma comédie. « Pouvez-vous ouvrir les yeux ?» a demandé l'un des policiers. Lentement, très lentement, j'ai ouvert les yeux. La lumière de l'hôpital m'a aveuglé un instant, mais j'ai progressivement pu me concentrer sur les visages inquiets qui m'entouraient. « Dieu merci », a murmuré Marie. Je pensais que je devenais folle. « Madame », a dit le policier, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse, « je suis l'inspecteur Martinez. Nous comprenons que vous êtes être dans une situation très dangereuse. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé sur cette montagne ?» Ma voix est sortie comme un murmure rauque après des heures à faire, semblant d'être inconsciente. Ma fille et son mari. Ils nous ont poussés. Les heures suivantes furent un tourbillon de dépositions, d'enregistrements et de révélations. J'ai tout raconté à l'inspecteur Martinez. La mort de Richard, les vols d'Alexandra, la pression pour changer notre testament et enfin, le plan pour nous assassiner dans la montagne. Mais la chose la plus importante était l'enregistrement sur le téléphone de Georges. « Votre mari a des preuves enregistrées ?» a demandé l'inspecteur, les yeux brillants. « Oui », ai-je répondu, « tout est sur son téléphone, les aveux, les plans, tout. » L'inspecteur est immédiatement allé dans la chambre où Georges était soigné. Georges avait repris conscience peu après moi, et quand l'inspecteur lui a expliqué la situation, il a remis son téléphone sans hésiter. « Tout est là », a-t-il dit d'une voix faible mais ferme. 20 ans de mensonges et la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pendant que les techniciens de la police analysaient l'enregistrement, Alexandra et Emmanuel restaient dans la salle d'attente, jouant leur rôle de membres de la famille dévastée pour les autres visiteurs de l'hôpital. Ils n'avaient aucune idée que leur performance soignée était sur le point de se terminer pour toujours. « L'enregistrement est clair », a annoncé l'inspecteur après 1 heure. « Nous avons des aveux explicites sur le meurtre de Richard, des admissions sur le vol d'argent et des preuves directes de tentative de meurtre avec préméditation contre vous deux. C'est plus que suffisant pour les arrêter. »« Mais allez-vous les arrêter ici ?» ai-je demandé, inquiète pour notre sécurité, s'ils réalisent que nous sommes vivants et que nous parlons. L'inspecteur a hoché la tête, comprenant mon inquiétude. Nous avons déjà des policiers en position. Dès que nous aurons le mandat d'arrêt signé, nous les interpellerons. En attendant, vous êtes tous les deux sous protection policière. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Alexandra et Emmanuel étaient en bas, parlant probablement avec les familles d'autres patients, recevant des condoléances pour nos morts, planifiant comment gérer nos funérailles et notre héritage. Ils n'avaient aucune idée que dans les chambres à l'étage de l'hôpital, nous étions en train de démanteler leur monde de mensonges soigneusement construit. « Y a-t-il autre chose ?» ai-je demandé, sentant que quelque chose m'inquiétait encore. L'inspecteur a pris un dossier. Après avoir entendu votre histoire, nous avons fait une enquête préliminaire sur les finances de votre fille. Non seulement elle est en faillite, comme vous le soupçonniez, mais elle doit aussi de l'argent à des gens très dangereux, des usuriers qui n'acceptent pas les excuses. Mon sang se glaça. Vous voulez dire que nous n'étions pas seulement des inconvénients pour elle. Vous et votre mari étiez son seul salut, a-t-il confirmé. Avec votre héritage, elle pourrait payer ses dettes et recommencer à zéro. Sans vous, elle serait probablement morte en quelques semaines. Cette révélation a ajouté une nouvelle dimension à la trahison. Elle ne nous voyait pas seulement comme des obstacles, elle nous voyait comme son salut financier. Notre mort n'était pas seulement pratique pour elle, elle était absolument nécessaire à sa survie. Et qu'adviendra-t-il de nos petits-enfants ? ai-je demandé, ressentant une nouvelle vague de douleur en pensant aux enfants innocents d'Alexandra et d'Emmanuel. Les services sociaux prendront leur garde temporaire, a répondu gentiment l'inspecteur. Mais d'après ce que je comprends, vous pourriez demander la tutelle dès que vous vous remettrez de vos blessures.
L'idée d'élever les enfants de nos propres assassins était accablante. Mais c'était aussi le seul moyen de s'assurer que quelque chose de bon sortirait de ce cauchemar. Ces enfants étaient innocents et méritaient une chance de grandir dans un foyer où l'amour était réel et non feint. « C'est l'heure », a annoncé l'inspecteur alors qu'un policier entrait dans la pièce avec des papiers à la main. « Les mandats sont signés. Nous allons les arrêter maintenant. » Par la fenêtre de ma chambre qui donnait sur le hall de l'hôpital, j'ai pu voir les policiers se positionner discrètement. Le moment que j'attendais depuis 20 ans était enfin arrivé. « Alexandra et Emmanuel, j'ai entendu la voix ferme du policier responsable. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Richard et pour la tentative de meurtre sur Anne et Georges. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. Puis la voix hystérique d'Alexandra. « De quoi parlez-vous? Nous sommes les victimes ici. Nos parents sont morts dans un accident. »« Madame, » a répondu calmement le policier, « vos parents sont en vie et ont fourni des preuves complètes de vos crimes. » Il y a eu un moment de silence absolu, suivi d'un cri de désespoir d'Emmanuel. « C'est impossible. Nous les avons vus mourir. Ils étaient morts. » Son aveu involontaire a été capté par les enregistreurs de la police, ajoutant une autre pièce à conviction au dossier. Par la radio, j'ai entendu Alexandra commencer à blâmer Emmanuel. « Tout était son idée. Je ne voulais rien faire de tout ça. Il m'a forcé. » Et Emmanuel, dans son désespoir, a crié « C'est toi qui as suggéré la falaise. Tu as tout planifié depuis le début. » En quelques minutes, l'alliance qui avait duré des années s'est effondrée alors que chacun essayait de sauver sa propre peau. L'inspecteur Martinez est revenu dans ma chambre 1 heure plus tard avec une expression de satisfaction mêlée de tristesse. « Ils sont arrêtés et en route pour le commissariat », a-t-il informé. Ils essaient tous les deux de s'accuser mutuellement, ce qui ne fait que renforcer notre dossier. « Mais il y a autre chose que je dois vous dire. »« Quoi d'autre ?» ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr que mon cœur puisse supporter d'autres révélations. « Pendant l'arrestation, nous avons trouvé ceci dans le sac à main de votre fille, » a-t-il dit, en me montrant un petit enregistreur numérique. Apparemment, elle avait enregistré les conversations avec vous et votre mari ces dernières semaines, cherchant probablement des preuves que vous soupçonniez quelque chose. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inspecteur a soupiré. Ça veut dire qu'elle savait que vous commenciez à découvrir la vérité. Le voyage dans les Calanques n'était pas une décision spontanée. C'était une réponse directe à vos soupçons. Dans l'un des enregistrements, on peut clairement entendre Emmanuel lui dire « Nous devons agir vite avant qu'ils aillent à la police. » La profondeur de la planification et la froideur du calcul m'ont coupé le souffle. Non seulement ils avaient prévu de nous tuer, mais ils avaient surveillé nos conversations, évaluant le niveau de danger que nous représentions pour eux. Nous étions des souris dans un labyrinthe, et ils étaient les scientifiques observant chacun de nos mouvements. Il y a une autre chose, a poursuivi l'inspecteur, que nous avons trouvé dans l'enquête sur ses finances. Votre fille ne devait pas seulement de l'argent à des usuriers dangereux, elle avait aussi falsifié votre signature sur plusieurs documents pour tenter d'accéder à vos comptes bancaires. Si vous étiez mort dans ce ravin, elle aurait eu un accès immédiat à toutes vos ressources. Chaque nouvelle révélation était comme un autre coup de poignard. Ma propre fille n'avait pas seulement prévu de m'assassiner, elle m'avait activement volé, falsifiant ma signature et violant chaque principe de confiance familiale que j'avais essayé de lui inculquer. Combien d'argent a-t-elle volé au total? Ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir le savoir. Près de 15 000 € au cours des 3 dernières années, a répondu l'inspecteur. De petites sommes qu'elle pensait que vous ne remarqueriez pas, mais qui, une fois additionnées, totalisent un montant significatif. L'argent que Georges et moi avions économisé au fil de décennies de travail acharné, centime par centime, avait financé la vie de luxe de notre fille pendant qu'elle planifiait notre meurtre. Les jours suivants à l'hôpital furent un tourbillon d'entretiens avec la police, de visites d'avocats et d'appels des médias qui s'étaient emparés de l'affaire. La presse locale avait titré l'affaire « La plus horrible trahison familiale de la décennie » et des journalistes de tout le pays voulaient entendre notre version des faits. Ma sœur Sophie est arrivée de Bordeaux en pleurant et en me serrant dans ses bras comme si elle ne m'avait pas vu depuis des décennies. « Anne », m'a-t-elle dit plusieurs fois. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Alexandra après la mort de Richard, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de ça. Ces mots m'ont réconforté, car ils confirmaient que mes instincts maternels n'avaient pas été complètement aveugles. Et les enfants? Ai-je demandé à propos de mes petits-enfants qui étaient maintenant sous la garde temporaire des services sociaux. Je leur ai rendu visite hier,
a répondu tristement Sophie. Ils sont confus, demandant pourquoi leurs parents ne peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont trop jeunes pour comprendre ce qui s'est réellement passé. L'avocate que nous avons engagée, maître Elena, une femme compétente et compatissante, est venue nous voir avec des nouvelles du processus judiciaire. Le dossier est solide, nous a-t-elle assuré. Avec les enregistrements, les aveux lors de l'arrestation et toutes les preuves financières, il est presque impossible qu'ils échappent à des condamnations importantes. Mais elle a ensuite ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Cependant, ils essayent de négocier une reconnaissance de culpabilité pour une charge moins grave, affirmant qu'il s'agissait d'un crime passionnel, non prémédité. Un crime passionnel, me suis-je exclamé indigné. Ils ont planifié ça pendant des semaines, acheté du matériel spécial et choisi l'endroit parfait. Maître Elena a acquiescé gravement. Je sais, et nous avons des preuves de la préméditation, mais leurs avocats vont plaider que c'était une décision désespérée, prise sous une pression financière extrême. L'idée qu'ils puissent recevoir des peines réduites pour leurs crimes m'a rempli de fureur. Ils avaient tué Richard, tenté de nous assassiner, volé notre argent pendant des années, et maintenant ils voulaient se présenter comme des victimes des circonstances. Que pouvons-nous faire pour nous assurer qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent? Ai-je demandé. Témoigner, a simplement répondu maître Elena. Votre témoignage, combiné à toutes les preuves, sera crucial pour que le jury comprenne la véritable nature de ces crimes. Mais je vous préviens, ce sera émotionnellement dévastateur d'affronter votre fille au tribunal. Elle avait raison. L'idée de regarder Alexandra dans les yeux pendant le procès, d'entendre ses avocats essayer de justifier l'injustifiable, de revivre publiquement chaque moment de ce cauchemar, était accablante. Mais c'était ce que je devais faire. Pour Richard, pour nous, et pour mes petits-enfants qui méritaient de connaître la vérité sur leurs parents, 3 semaines après l'arrestation, Georges et moi avons enfin pu rentrer chez nous. Nos blessures avaient suffisamment guéri pour nous permettre de nous déplacer, bien qu'il ait encore besoin de béquilles et que j'aie mon bras en écharpe. La maison semblait étrange, comme le décor d'une pièce après le départ de tous les acteurs. Tout était exactement comme nous l'avions laissé le jour de notre promenade en famille. Les assiettes du petit déjeuner étaient encore dans l'évier. Le lit n'était pas fait. Les fleurs qu'Alexandra m'avait apportées cette semaine-là étaient toujours sur la table du salon, maintenant fanées et mortes. C'était comme si le temps s'était arrêté au moment où nos vies normales avaient pris fin pour toujours. « Crois-tu que nous serons à nouveau heureux ?» ai-je demandé à Georges cette première nuit de retour, alors que nous étions allongés dans notre lit familier. Il m'a serré dans son bras non blessé et a soupiré profondément. « Je ne sais pas, Anne, a-t-il dit, mais nous sommes en vie. Nous avons la vérité de notre côté, et pour la première fois en 20 ans, nous n'avons pas à vivre avec des secrets. » Le procès a commencé 6 mois plus tard. Le jour où j'ai dû témoigner, j'ai regardé Alexandra droit dans les yeux pour la première fois depuis l'arrestation. Je n'ai vu ni remords, ni douleur. Je n'ai pas vu la fille que j'avais élevée. J'ai vu une étrangère, froide et calculatrice, qui s'était déguisée en ma fille pendant des décennies. Quand j'ai terminé mon témoignage, après avoir raconté chaque détail horrible de notre expérience, je me suis adressé directement à elle depuis la barre des témoins. « Alexandra, je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es plus ma fille. Ma fille est morte la nuit où tu as tué Richard, et ce qui a vécu à sa place pendant 20 ans est un monstre que j'ai, sans le savoir, aidé à créer. » Le jury a délibéré pendant 2 jours avant de déclarer Alexandra coupable d'homicide volontaire pour la mort de Richard, et de tentative d'homicide aggravée pour ce qu'elle nous a fait. Emmanuel a reçu la même condamnation en tant que complice. Tous deux ont été condamnés à 30 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Maintenant, 1 an plus tard, Georges et moi avons entamé la procédure d'adoption formelle de nos petits-enfants. Ce sont de beaux enfants innocents qui méritent une chance de grandir en sachant ce qu'est le véritable amour. Pas l'amour manipulateur et toxique qu'ils ont reçu de leurs parents biologiques. Tous les soirs, quand je les mets au lit, je leur raconte des histoires sur l'oncle Richard, l'oncle qu'ils n'ont jamais connu. Je leur parle de sa gentillesse, de son honnêteté, de son rêve de devenir architecte et de construire des maisons pour des familles heureuses. Je leur raconte comment il était courageux et comment il a essayé de protéger ceux qu'il aimait, même quand cela le mettait en danger. Je ne leur parle pas de la trahison, de la chute, de l'impact qui lui a coûté la vie. Ils sont trop jeunes pour porter ce fardeau. Être qu'un jour, quand ils seront plus grands, je leur raconterai toute la vérité. Mais pour l'instant, je veux qu'ils grandissent sans le poids de l'héritage sombre de leurs parents.
Je me réveille encore la nuit, parfois en sueur et en criant, revivant le moment de la chute. Georges a aussi des cauchemars. Nous nous serrons dans l'obscurité, nous rappelant l'un à l'autre que nous sommes en vie, que nous avons survécu, que la vérité a enfin éclaté. Nous avons décidé de vendre la maison. Il y a trop de souvenirs ici, à la fois bons et horribles. Nous avons acheté une maison plus petite près de la plage, où le bruit constant des vagues nous aide à mieux dormir. Une nouvelle maison pour un nouveau départ. La cicatrice sur mon épaule me fait encore mal quand le temps change. Le genou de Georges ne s'est jamais complètement remis. Ce sont les cicatrices physiques que nous portons. Les cicatrices émotionnelles sont beaucoup plus profondes. Parfois, je me surprends à regarder de vieilles photos de famille. Alexandra souriant à son 10e anniversaire. Richard lui apprenant à faire du vélo. Nous quatre ensemble lors d'un pique-nique sur la plage. J'essaie de comprendre comment quelque chose de si beau a pu se transformer en quelque chose de si monstrueux. Comment n'ai-je pas vu les signes, les petits moments qui auraient pu m'alerter sur ce qui allait arriver. Mais ensuite je me rappelle que l'amour peut nous rendre aveugles, que parfois nous ne voulons pas voir la vérité parce qu'elle fait trop mal, que nous faisons confiance à ceux que nous aimons, même quand nous devrions nous interroger. Je n'ai jamais rendu visite à Alexandra en prison. Je ne peux pas me résoudre à regarder dans les yeux la femme qui a tué mon fils et tenté de me tuer. Georges y est allé une fois, mais il est revenu plus silencieux que jamais. Il a seulement dit qu'elle n'a montré aucun remords, seulement de la rage d'avoir été attrapé. Emmanuel a écrit des lettres demandant pardon, disant qu'il était sous l'influence d'Alexandra, qu'il n'était pas lui-même. Nous n'avons pas répondu. Certaines trahisons sont trop grandes pour être pardonnées. Les années passeront, nos petits-enfants grandiront, la douleur s'atténuera peu, un peu, mais la vérité restera. La vérité sur la façon dont la cupidité peut corrompre même les liens familiaux les plus sacrés, sur la façon dont le silence peut protéger les monstres, sur la façon dont nous devons parfois faire semblant d'être morts pour enfin vivre dans la vérité. Parfois, quand je marche sur la plage avec Georges à mes côtés et nos petits-enfants courant devant, je ressens une paix inattendue. Ce n'est pas le bonheur que nous connaissions avant, c'est quelque chose de différent, de plus profond, un sentiment que nous avons survécu au pire que la vie pouvait nous lancer et que nous avons quand même trouvé des raisons de sourire. Et quelque part, peut-être que Richard voit tout cela, voyant que sa mort n'a pas été vaine, que la vérité, même après 20 ans, a enfin éclaté, que ceux qui l'aimaient ont survécu pour raconter son histoire. Et ça, en fin de compte, c'est une forme de justice. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car elle contient une histoire de trahison et de rebondissement comme vous n'en avez jamais vu auparavant.